On avait une auberge de jeunesse au 23 bis avenue Augustin Dumont, qui est aujourd'hui notre base, où on avait une 50aine de places. Et on a commencé là à accueillir effectivement 54 demandeurs d'asile. Et j'ai dit au préfet, je lui ai dit surtout ne me voyez pas comme un marchand de sommeil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de tout faire pour sortir ces personnes de l'hébergement d'urgence payé par l'État. Voilà, donc on a essayé de bien les loger dans des studios meublés le plus agréablement possible pour eux, mais avec cette idée que c'est une période transitoire et qu'il faut absolument les accompagner vers l'insertion. Très importante. Ne croyez pas que les personnes qui fuient leur pays n'ont qu'une envie, c'est de vivre en France. Ils préfèrent, pour beaucoup, nettement vivre et retourner dans leur pays. Bon, quand ceux qui vivent le Rebound Trip, ça fait 4 ans, c'est une expérience dans leur vie qu'ils n'oublieront jamais, que ce soit les bénévoles ou les rebounders. Pourquoi ? Parce qu'ils découvrent une relation avec l'autre sans laquelle on ne peut pas être heureux sur cette terre. Ils découvrent que la terre, c'est un petit village et qu'on est beaucoup plus proches les uns des autres que l'on ne croit. Voilà, et qu'il faut absolument sortir du communautarisme et rencontrer l'autre. Ça s'appelle l'amour de l'autre. Et ça, c'est quelque chose il faut l'expérimenter. Il ne faut pas le raconter, il faut l'expérimenter. Donc l'expérimenter, plus il y a de personnes qui vont l'expérimenter, moins il y aura de rejet de l'autre, moins il y aura de guerre, moins il y aura de division. Voilà. Et donc, plus il y aura de gens qui pédaleront auprès de personnes qui leur paraissent très 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 éloignées et qui ne connaissent pas, mieux ce sera. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast en direct des bureaux de Daphne. Aujourd'hui, on s'est emparé de la salle de réunion avec Alex, on a sorti les micros et Alex, tu vas quitter ta casquette d'investisseur car on va un peu s'éloigner, même beaucoup, du monde de la tech. On est ravis aujourd'hui d'avoir à nos côtés Patrick Brissonneau. Salut Patrick. Bonjour tout le monde. Salut Patrick. Enfin tout le monde, vous n'êtes que deux, mais... Bonjour toute la à communauté. Il y a toute la communauté derrière. Toute la communauté derrière. Exactement. Nos auditeurs nous écoutent. Oui. Alors Patrick, on va te laisser le micro, mais avant que tu te présentes, je fais un petit récap de pourquoi tu es là et le projet qui nous lie, qui s'appelle Reborn. C'est une association qu'on est très fiers de soutenir chez Daphne. Et Reborn a un projet annuel assez fort qui s'appelle le Rebound Trip, auquel on a eu la chance de participer avec Alex cet été. C'est une traversée solidaire de la France en vélo. Donc 1000 km pour découvrir la fraternité et le vivre ensemble. Et tu le dis souvent, je reprends un peu tes mots, c'est en rencontrant l'autre qu'on constate qu'on est tous frères en humanité. Voilà, ça nous met direct dans le cadre des minutes qui vont suivre ensemble. Ouais. Patrick, du coup, avant de parler de Reborn, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et qu'est-ce qui a créé le Patrick que tu es aujourd'hui? Je vais pas remonter à l'après-guerre, je vais essayer de remonter dans les années 80. Bon, moi, toute ma vie, j'étais un entrepreneur. J'aime bien partir d'une page blanche, voilà, avec ses succès et ses échecs. Ce dont on se souvient, mais mes amis se souviennent surtout du salon de l'étudiant que j'ai créé, et puis toute une série de salons derrière sur la mode, la gastronomie, etc. Donc j'avais 25 ans, et puis après j'ai géré toutes les buvettes à Roland-Garros, j'ai une usine de pâtisserie surgelée, voilà, et une chaîne de studios meublés qu'on a créée récemment dans les années 2000, où à peu près 200 studios qui étaient en fait de la para-hôtellerie pour les touristes. Voilà, donc dans un parcours d'entrepreneur, on a des succès, heureusement parfois, hein, ça motive un peu quand même, et puis on a aussi des échecs. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On rebondit, on apprend à toujours surmonter ces échecs, ces difficultés, et c'est là où on se sent reborner, d'où le nom de l'association Reborn. Voilà. Les reborners nous ont été présentés par les réfugiés en fait, par la préfecture des Hauts-de-Seine, qui nous ont appelés un jour en nous disant voilà, vous gérez plusieurs auberges de jeunesse, on avait à peu près 200 studios sur Vanves, Montrouge et Malakoff. Nous on cherche des places d'hébergement pour des demandeurs d'asile et des réfugiés. Est-ce que ça vous intéresse ? Et donc à ce moment-là, tu n'étais pas du tout familier avec cet environnement ?
J'étais pas du tout familier avec cet environnement, mais j'étais très sensible à toute cette culture. Je me souviens de voyages que j'ai fait en moto. Je suis allé en Iran, par exemple, à Téhéran, en 1979, au moment de la prise des otages de l'ambassade américaine, en moto. J'étais accueilli nombreuses fois par des musulmans. En Turquie, en Iran, je me suis beaucoup intéressé à cette religion, à ces gens très différents de ma culture chrétienne, voilà, et qui sont pas, voilà. Et j'y vois une grande richesse, hein, un petit peu comme Sœur Emmanuel qui disait, enfin je ne veux pas me comparer à Sœur Emmanuel, mais qui disait mon drame c'est que je suis chrétienne parce qu'en fait j'aime beaucoup cette religion. C'est bizarre de dire ça, hein, mais on en reparlera peut-être. Mais dans le Riband Trip, on les voit pratiquer leur religion, on est très loin de l'image qu'on peut avoir des extrémistes. Donc on vient toquer à ta porte et on te demande, Patrick, est-ce que tu as des places pour ces demandeurs d'asile ? Voilà, et là j'ai la trouille de répondre parce que j'ai peur que ce soit un piège et qu'on me dise vous n'avez pas le droit de louer à la nuit à des touristes, etc. C'était au moment où on commençait à interdire la location à la nuitée. C'était vraiment notre concept. Et puis finalement c'était pas ça. Le préfet vient nous voir avec chauffeur, limousine, etc. Et puis il nous dit voilà, est-ce que vous êtes prêts à faire un essai ? Et on est parti. On a commencé par on avait une auberge de jeunesse au 23 bis avenue Augustin Dumont, qui est aujourd'hui notre base, où on avait une cinquantaine de places. Et on a commencé là à accueillir effectivement 54 demandeurs d'asile. Et j'ai dit au préfet, je lui ai dit, surtout ne me voyez pas comme un marchand de sommeil. Moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est de tout faire pour sortir ces personnes de l'hébergement d'urgence payé par l'État. Voilà, donc on a essayé de bien les loger dans des studios meublés le plus agréablement possible pour eux, mais avec cette idée que c'est une période transitoire et qu'il faut absolument les accompagner. Et le but, c'est qu'ils y restent le moins longtemps possible. Tout à fait. Tu voulais les voir le moins longtemps possible. Bah oui. Et après, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font de leur journée ? Ça, c'est terrible. Là, tu poses une vraie question que je trouve terrible, parce que quand tu as 21 ans, tu n'as rien à faire. Parce que quand tu es demandeur d'asile, donc on est dans un... Je ne sais pas si les auditeurs connaissent le processus, mais on arrive le rappeler, ouais. Voilà, très très rapidement. Ils débarquent en France après avoir fait des milliers de kilomètres pendant des mois et avoir dépensé 8 000, 10 000 euros qu'ils donnent aux passeurs pour venir d'Afghanistan ou d'ailleurs. Eh bien, ils passent par l'OFPRA, l'OFPRA, hein, et puis c'est toute une procédure qui peut mettre des années avant qu'ils aient leurs papiers. Pendant toute cette durée, imaginez qu'ils n'ont pas le droit de travailler, sauf exception, il faut faire une demande, c'est dérogatoire, c'est très compliqué, et ils n'ont pas accès à des formations. Donc c'est terrible. Et nous, quand on les récupère pendant le Riband Trip, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, déjà pour eux, c'est extrêmement difficile de se réveiller à 6 heures du matin. On dit souvent que pas uniquement pour eux d'ailleurs. Le périple des migrants, c'est par exemple cette venue d'Afghanistan en France, mais il démarre aussi, enfin c'est le début d'un périple en arrivant en France, le périple administratif et de recréer sa vie finalement. Complètement. Ils découvrent, tout est nouveau pour eux. Non mais c'est dingue, ils ont déjà quitté, ils se sont coupés de leurs racines. Les femmes se comportent différemment, les relations entre les gens, elles sont totalement différentes. Et puis surtout, ils ne parlent pas la langue. Non, mais imaginez que vous débarquez en Afghanistan, vous ne payez pas le pachtou et pas le dari. C'est même pas le même alphabet. C'est hyper. Non, mais c'est complètement. Moi, je trouve ça incroyable. Et maintenant ils ont des cours de français quand ils arrivent, non ? Oui, alors c'est obligatoire, hein, avec l'OFI, heureusement. Mais certains sont plus ou moins doués. Hein. Il y en a qui apprennent rapidement, d'autres beaucoup moins. Mais ça, c'est absolument essentiel, parce que la communication, elle passe par le langage, hein, quand même. Voilà, et donc, alors moi, c'est vrai que je suis aussi touché par cette démarche, parce que mon épouse Geneviève, elle est d'origine nicaraguayenne. Elle a vécu une partie de son enfance aux États-Unis. Et donc, elle comprend bien à la fois ce besoin de retrouver un peu ses racines et en même temps, on s'intègre totalement, mais il ne faut pas non plus se couper totalement de son histoire, hein, et de ses racines, quoi. Et c'est compliqué pour eux. Et donc, tu as évoqué le Riband Trip. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est à nos auditeurs ?
Alors, moi, je m'étais mis à faire du vélo parce que j'ai un grand ami, un de mes meilleurs amis, Laurent. J'en profite pour lui rendre témoignage. Laurent Lebray. C'était un très, très bon copain, hyper sportif et qui était cloué sur son lit, paralysé des jambes avec un cancer des os, etc. Et on a pas mal discuté. Je me suis dit, j'ai des jambes, il faut qu'elles servent à quelque chose, moi. Et donc, je me suis mis à faire du vélo de course autour de Longchamp. Et puis, en pédalant, je réfléchissais. Et puis, un matin, je me suis dit, mais en fait, ce qui serait sympa, c'est pourquoi on traverserait pas la France en vélo avec eux, quoi. Et quand j'en ai parlé à Geneviève, mon épouse, elle me dit, mais attends, t'as jamais fait plus de 100 bornes, ça paraît ambitieux. t'es jamais parti plus de... Non, oui, enfin, dans la journée, quoi. Et quand j'en parlais à des clubs cyclistes ou à des vendeurs chez Decathlon, ils me disaient, mais attendez, vous vous rendez pas compte, 1000 km, pédaler tous les jours, ça n'a rien à voir avec le fait de faire même 200 bornes en 2 jours. Au bout d'un moment, l'organisme, il fatigue. Alors, on a commencé à regarder sur Internet toutes les calories qu'il fallait absorber. On arrivait à une quantité de bananes. On se disait, mais jamais on va arriver à nourrir 80 personnes comme ça. Mais on va tenter le coup, quoi. Mais c'était à la fin du Covid et on n'avait pas de vélo et on n'avait pas de réfugiés. Les deux principaux intéressés. Oui, on n'avait aucun vélo. Et donc, moi, je pars en scooter avec un stagiaire que j'avais pris. On part en scooter Porte de la Chapelle. Puis dès qu'on voyait un mec qui poussait un vélo, on se précipitait dans le terrain. Est-ce que ça ne vous intéresse pas Le gars, il nous regardait des yeux ronds. Et on allait dans les bars, on allait un peu partout. Et puis, finalement... il se demandait de quoi on leur parlait. Mais on avait Habitat Humanis, qui était notre partenaire, qui accompagne des demandeurs d'asile qui sont dans nos studios et qui ont très bien communiqué auprès de ces demandeurs d'asile. Et on a constitué un premier peloton. Et puis après, des demandeurs d'asile aussi, ou réfugiés qui sont venus d'autres associations. Voilà, par d'autres biais. Et puis, on est parti comme ça. Mais ça, c'était génial parce qu'en fait... autant pour les bénévoles que pour les bénéficiaires, tout le monde savait que c'était la première fois, qu'on l'avait jamais fait. Et c'était quand même... C'est inédit, ouais. Voilà. Et ça, c'était en quelle année, du coup ? Ça, c'était en 2021. Et on a rencontré un gars, Christian Barbier, qui est le fondateur d'Ecocycle à Bordeaux, qui, lui, est vraiment très spécialisé dans les vélos recyclés, etc. Et il nous a dit, voilà, j'ai un lot de 50 vélos, je vous fais un bon prix. Et, voilà. Et on a reçu ces 50 vélos. Mais les pneus datés, ils n'avaient pas changé les pneus depuis 15 ans. Les premières sorties, Paris-La Défense, on a eu 20 crevaisons, 5 chutes. C'était la catastrophe. Et on s'est dit, jamais on ira au-delà de Chartres, quoi. Et Comment vous avez défini le périple ? C'est toi qui as fait le tracé. On s'est dit, on va traverser la France. On ne va pas passer par les Alpes. On ne va pas aller là où il fait une chaleur de bête. On va plutôt aller, voilà. Donc on est parti, Chartres, c'est plat. Après, voilà. Et puis on s'est dit, après on arrive aux Pyrénées. Et puis aux Pyrénées, on s'est dit, si on fait Paris-Lourdes, on va nous dire que c'est un pèlerinage chrétien avec des musulmans. Donc ça marche pas. Un tout petit peu plus loin. On va aller un peu plus loin que Lourdes. Et il y avait le Tourmalet. Et là, c'est quand même iconique en vélo. Oui, et là je me suis dit, mais en fait le Tourmalet, mais c'est génial. L'ascension du Tourmalet, c'est un truc de dingue. Ça, c'est l'ascension mythique du Tour de France. Voilà. Et ça aussi, évidemment. On a hâte de savoir comment s'est passée la dernière ascension. Non, alors ça, c'était un vrai problème parce qu'en fait, les vélos qu'on avait n'avaient que 2 plateaux devant. La deuxième édition, on les a tous reconditionnés en achetant des VTT pour récupérer des 3 plateaux devant. Mais avec 2 plateaux devant, le Tourmalet, il faut avoir des cuisses énormes. Ouais, quoi. que ça. Donc c'était vraiment très très dur pour tout le monde. Mais en arrivant en haut, voilà, tout le monde pleurait, quoi, parce que c'était incroyable. C'est 18 km de montée, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est 18 km de montée. Mais après avoir 1000 km dans les pattes, quand même. Oui, c'est ça. Il faut prendre en compte tout ce que vous avez fait avant pendant 3 semaines. 3 semaines de fatigue accumulée. Ouais, 1000 km pendant 3 semaines. Voilà. En dormant peu, parce que les nuits sont très courtes pendant le Reborn Trip. Voilà, donc Reborner, moi ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est n'oublions pas qu'on est tous des Reborners, parce qu'en fait, tous nous tournons des pages, tous nous abandonnons un état pour un autre état. Hein, t'es jeune, tu deviens gaga. T'as un super job, tu te retrouves au chômage. Non, mais vous risquez rien parce que vous êtes brillante et tout ça, mais évidemment, voilà, mais ça peut arriver. Voilà, et donc on a tous comme ça des pages que l'on tourne. Et face à ces incidents de la vie qui peuvent être plus ou moins dramatiques, je pense évidemment à la maladie, eh bien, il faut renaître, il faut rebondir. Voilà.
Et bien évidemment, ces réfugiés, alors eux, ils sont dans un cas extrême, hein, mais encore, ils sont dans un cas extrême. N'oublions pas, et c'est ce que m'avait dit Xavier Emmanueli, qui a été le fondateur de Médecins sans frontières, avec qui j'ai beaucoup sympathisé, on a pas mal discuté. Il me disait, n'oublie pas tous ces Français qui sont sur le bord de la route et qui aussi vivent des choses terribles et qui sont appelés à être des reborners. Il faut surtout ne jamais les oublier. En attendant, ces jeunes se retrouvent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Leur diplôme, leur parcours professionnel, ce qu'ils ont fait, ça ne compte plus. Mais vous imaginez, vous ne comptez plus. Hein, et il faut repartir à zéro. Et c'est là où le Rebound Trip est très important et pourquoi ça dure 3 semaines et pourquoi il faut 1000 km. Parce que, en fait, ça commence, il se passe quelque chose quand on se souvient du prénom. Au début, ça c'est très intéressant. Vous avez une réunion comme ça, on vous présentez le Rebound Trip, vous avez une trentaine de mecs là, qui sont là devant vous. C'est un concept. Il n'existe pas, en fait. Ils n'ont pas de visage. Et je les regarde et je me dis, mais c'est dingue. Là-dedans, un jour, ils vont devenir des potes. C'est quand même incroyable. Mais là, il faut du temps. Et quand on commence à pouvoir dire Niamatoula, Mohamed, Safi, où ils ont 3 prénoms, etc., où c'est compliqué et on ne se trompe pas dans les prénoms, ben là, c'est parce qu'en fait, on les connaît. On en a fait les frais avec Alex et on n'a pas tout retenu encore. Mais très intéressant. Et quelle est l'ambition du Reborn ? Tu nous en avais parlé en off déjà, tu as des grandes attentes. Est-ce qu'on a le droit de rêver ici ou pas ? Bien sûr, Chez Daphne, je pense qu'on a le droit de rêver, non ? C'est C'est l'esprit start-up. Hein ? Voilà, donc on peut se lâcher à ce niveau-là. Un rêve, ça ne veut pas dire qu'on le réalisera, mais ça veut dire qu'on fera tout pour qu'il se réalise. Bon, quand ceux qui vivent le Rebound Trip, ça fait 4 ans, c'est une expérience dans leur vie qu'ils n'oublieront jamais, que ce soit les bénévoles ou les reborners. Pourquoi ? Parce qu'ils découvrent une relation avec l'autre sans laquelle on ne peut pas être heureux sur cette terre. Ils découvrent que la Terre, c'est un petit village et qu'on est beaucoup plus proches les uns des autres que l'on ne croit. Voilà. Et qu'il faut absolument sortir du communautarisme et rencontrer l'autre. Ça s'appelle l'amour de l'autre. Et ça, c'est quelque chose il faut l'expérimenter. Il ne faut pas le raconter, il faut l'expérimenter. Donc l'expérimenter, plus il y a de personnes qui vont l'expérimenter, moins il y aura de rejet de l'autre. Moins il y aura de guerre, moins il y aura de division. Voilà. Et donc, plus il y aura de gens qui pédaleront auprès de personnes qui leur paraissent très, très, très éloignées et qui ne connaissent pas, mieux ce sera. Donc, après, c'est une question de moyens, c'est une question de volonté. Il faudrait qu'il y ait des pelotons qui partent de différentes régions. J'imagine, par exemple, qu'ils se retrouvent tous à Lourdes. L'adjoint au maire chargé des sports rêverait qu'on fasse un grand festival de la fraternité à Lourdes avant l'ascension du Tourmalet. Le village des jeunes peut accueillir 1000, 2000 personnes sans problème. On sait qu'on ne peut pas rouler à 1000 sur la route. Hein, je dirais que 80, 100... Déjà 60, c'était sympa. C'est un maxi. Mais par contre, on peut très bien avoir des pelotons qui se suivent avec un journal d'intervalle. Voilà, voilà. Mais c'est une grosse logistique, hein, vous l'avez vu. C'est pour un peloton de 70-80 personnes, c'est 3 camions. Il y avait une 60aine de bénévoles qui se sont relayés pendant les 3 semaines, etc. Donc, il faut multiplier ça. Ouais, il faut se mobiliser. Et est-ce que tu aurais des petites anecdotes positives comme négatives de faits qui se sont passés pendant le Rebound Trip de cette année ? Ou même dans les éditions précédentes, un peu tes plus grosses galères et tes plus beaux souvenirs ? Alors, les plus beaux souvenirs, laisse-moi réfléchir. Les plus beaux souvenirs, c'est honnêtement quand on fait la fête avec eux. Les danses traditionnelles qu'on découvre. Non, c'est pas les danses traditionnelles. C'est les danses. Aussi, les danses traditionnelles, c'est beau, mais parfois on se sent, on se sent en retrait, un petit peu spectateur, même si on essaye de participer. Mais c'est quand on est vraiment tous ensemble et que on sent une chaleur humaine, mais incroyable, quoi. Ça, c'est absolument incroyable. Et en fait, là, on se dit qu'on touche du doigt le vrai bonheur, quoi. Parce que quand on part faire le Rebound Trip, il y a des copains qui vous disent putain, mais t'es super courageux, mais c'est incroyable, aller coucher sous la tente avec ses... Oh,
des réfugiés. Enfin, ils voient ça comme un pinsomme, quoi, comme une galère, etc. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a un grand bonheur, il y a une grande joie, vraiment. Donc, quand il y a des moments où on est très heureux avec eux, oui, c'est... Ça, c'est les bons souvenirs. Ça, c'est des très, très, très bons souvenirs. Alors après, les mauvais souvenirs, mais pour moi, les difficultés, c'est important. C'est très important parce que c'est à ce moment-là, moi, ce que je leur dis, c'est que je ne suis pas contre qu'il y ait des moments difficiles entre nous, entre vous, entre nous. Ça, c'est la vie d'une famille. La famille des Reborners, c'est normal, entre frères, qu'à un moment donné, on a envie de se foutre sur la gueule quand on est toute la journée ensemble, etc. Ça, c'est normal. Ce que je n'accepte pas, c'est quand il n'y a pas des gestes de réconciliation derrière et qu'on n'est pas conscient qu'on peut surmonter ça. Donc, évidemment, quand il y en a un qui se casse la gueule dans un peloton en arrivant à Blois, par exemple, bon, il se casse la gueule. Il se trouve que c'est un Africain. Les Afghans lui tombent dessus et tout de suite, solidarité entre les Afghans, solidarité entre les Africains. Voilà. Et là, paf. Là, ils ont envie d'en venir aux mains. Et là, on leur dit, oh là là, c'est pas ça le Rebound Trip. C'est pas ça. On va pas chercher à savoir qui a raison, qui a tort. C'est ce qui se passe dans le monde. C'est là, mais est-ce que là, on assiste au début d'une guerre entre vous, ou est-ce qu'on assiste au début d'une réconciliation ? Et c'est très très beau quand, une heure après en avoir discuté, eh bien, tout le monde joue au foot ensemble et que, hop, ils oublient. C'est du passé. C'est du passé. Voilà. Super. Et au-delà du Reborn Trip, qui a lieu 3 semaines en été, ils ont un accompagnement tout au long de l'année ? Par exemple, la semaine dernière, les bénévoles ont été à plusieurs réunions de la CNDA, qui est la commission pour les demandeurs d'asile qui ont été rejetés à l'OFPRA, pour les aider à préparer leur dossier, à répondre aux questions. Voilà, ça c'est un énorme travail, par exemple, qui vient en complément de, évidemment, ce que font les associations comme Habitat Humanis qui nous a accompagnés cette année. Après, il y a les excursions qu'on peut faire avec eux. Il faut continuer ces moments-là. Parce qu'en fait, ce qui serait terrible, c'est de les laisser. Parce qu'ils ont créé une amitié et on ne peut pas les laisser tomber. Quoi. Cultiver. Donc, ces moments-là sont très importants. Après, il peut y avoir des cours de français. Il peut y avoir aussi l'accompagnement vers le travail. Parce que l'objectif, c'est qu'ils trouvent du boulot aussi. Donc, par exemple, c'était la semaine dernière, Solène et Sarah me racontaient qu'elles avaient été prospecter 60 restaurants pour les faire travailler, en demandant des dérogations au préfet, etc. Enfin, des choses très, très compliquées. Très concrètes aussi, si nos auditeurs veulent s'engager. Ouais, et ça, moi, j'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais comment tu expliques qu'un China, par exemple, il est devenu, il a le statut de réfugié, il est afghan, et un Nawid, par exemple, qui est afghan et qui, du coup, a la même situation dans le même pays, il galère et il soit potentiellement renvoyé, alors qu'ils viennent de même endroit et que c'est le même conflit. Oui, parce que en fait, la loi dit de façon très claire que pour avoir le statut de réfugié, tu dois prouver que tu es menacé dans ton pays. Donc, si tu n'apportes pas la preuve que tu es menacé, le juge peut interpréter, c'est ça, son libre arbitre, et dire non, moi ça ne me suffit pas pour vous donner le statut. Je vais te donner un exemple. J'ai reçu un courrier de menace des talibans suite à l'activité que je faisais si je n'arrêtais pas mon commerce, parce que je vendais des vidéos, ou j'en sais rien. Okay. Bref, bon. Ce courrier, vous l'avez, monsieur ? Non, je ne l'ai plus. Oui, mais vous me dites ça. Mais moi, oui, mais vous n'apportez pas la preuve. Tout est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'ils disent quelque chose, il faut que ce soit prouvé et appuyé. Ils doivent le prouver. Et le fait que le pays soit en guerre, c'est pas suffisant. Pas un élément suffisant. Non, ça ne suffit pas. Okay. Et là, ces jours-ci, ça suffit de moins en moins dans le contexte politique actuel. Et
ça peut devenir dramatique pour eux. Ça, c'est vraiment là ce que vous posez, c'est le sujet des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et ça, c'est dramatique parce que quand on est au QTF, on n'a plus aucune ressource, on n'a plus droit au logement. Donc, c'est Sopranoula, hier, qui te dit bon, est-ce que tu peux me filer une tente parce que moi, je vais à les portes de la Chapelle, j'ai plus rien. Je suis afghan, j'ai plus rien. Et en plus, le problème, c'est que lui, il parle très, 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 très mal le français. Il n'a pas eu de... Enfin, je pense qu'il est même illettré, hein, je pense. Hein. Enfin, tu vois, donc c'est très, très, très compliqué pour lui. Quels sont les messages un peu d'espoir que tu essaies de leur transmettre à ce moment-là? Ça finit toujours par s'arranger. C'est une question de temps. Quand tu es au QTF, par exemple, là, tu es face à un mur, tu dois quitter le territoire. Bon. Si tu es afghan, on ne va pas te renvoyer en Afghanistan. Ouais, tu peux tester un autre pays de l'Union européenne. Oui, mais ça, tu sais que tu as... Aucune chance non plus. Ouais. En général, d'ailleurs, parfois, tu viens d'autres pays et tu es ce qu'on appelle dubliné. Et ça, c'est encore une complication. D'ailleurs, ça peut être très compliqué parce que si tu es dubliné, par exemple, si tu es arrivé en Europe par, je dis n'importe quoi, par l'Italie, on va te renvoyer en Italie. On te renvoie dans le pays qui précède. Dans le pays qui précède. Donc, là, tu t'en sors pas. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, il faut jamais baisser les bras et c'est ce qu'ils disent entre eux. C'est pas moi qui le dis, parce qu'on pourrait dire, ouais, tu dis ça, c'est facile, toi. Tu l'as jamais vécu. Tu l'as jamais vécu, c'est un peu facile, il faut pas baisser les bras. Non, c'est eux qui se disent ça entre eux. Et même parfois, je me dis, oh là là, il exagère, il dit ça à son copain. Il lui dit carrément, mais t'inquiète pas, c'est juste une question de temps, c'est tout, sois patient. Donc, il faut faire profil bas. C'est-à-dire, il faut pas évidemment se retrouver au commissariat. Hein, parce que quand t'as rien à bouffer et que t'es tenté de voler une pomme, non, il faut pas, quoi. Il faut vraiment faire très, très profil bas. Et puis, la seule façon aujourd'hui, c'est la régularisation par le travail. Alors ça, c'est schizophrénique en France, parce que quand tu es au QTF, tu n'as pas le droit de travailler, mais... T'as pas de papier. T'as pas de papier, tu n'as pas le droit de travailler. Mais pour être régularisé, on te demande des feuilles de paye. Des fiches de salaire. Donc il faut trouver des entreprises qui vont prendre le risque. Alors les particuliers, c'est pas compliqué pour eux, parce qu'ils prennent pas grand risque, hein, d'embaucher un homme de ménage, etc. Ça, ils prennent pas grand risque. D'abord, parce que déjà, les contrôles chez soi sont quand même... Il n'y a pas de contrôle, déjà. Par contre, quand tu es une entreprise, oui, tu prends un risque. Tu es frileux. Les amendes, ça dépend, hein, c'est à la discrétion. Hein, voilà. Et puis, mais en fait, notre pays a besoin aussi que ces personnes soient régularisées. Parce que s'ils sont régularisés, ça veut dire qu'ils vont s'intégrer, ça veut dire qu'ils ne vont pas devenir des délinquants. Ça veut dire qu'on se protège. Moi, le message que je voudrais faire passer, mesdames, messieurs, les auditeurs, les auditrices... Attention, le message de Patrick. Oui, le message de Patrick, c'est que ici, on est chez Daphne, donc on est dans un environnement où on comprend ce que c'est qu'un bilan, un compte de résultat, un bilan, d'accord ? Dans une entreprise, il y a un bilan et il y a un compte de résultat. Il y a des dépenses que vous faites passer dans les charges et il y a des dépenses que vous faites passer dans les investissements. Quand c'est une charge, si cette charge, elle ne crée pas dans l'année un chiffre d'affaires, vous êtes négatif. Donc c'est un coût. Donc vous êtes en perte. Et aujourd'hui, on est dans cette situation en France. C'est comme ça que c'est perçu, et c'est un peu la réalité. On dépense. Parce qu'on est le pays des droits de l'homme, parce que c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on est obligé, la loi nous oblige à accueillir des personnes qui sont menacées de mort. D'accord ? On est obligé. Bon, et ces dépenses ne sont pas suffisantes, elles sont une charge, et on n'a pas le résultat escompté. Et là, c'est la merde. Si c'était considéré comme un investissement, ce serait plus une charge dans le compte de résultat, ce serait une dépense d'investissement, ce serait au bilan de notre pays. Ce n'est pas du tout la même chose. Bien sûr qu'il faut sortir le pognon, il faut emprunter, etc. Mais c'est un investissement et on sait qu'on a un résultat à terme.
Les Américains sont très endettés, sont plus endettés que nous, mais ils ont investi dans les technologies, etc. Et donc finalement, ça porte la croissance. Mais si on investit, si nous on dépense de l'argent et que c'est une charge et que c'est pas un investissement, et ben voilà, les Français ne voient pas le résultat. Donc en fait, le message que je fais, voilà, mais ça c'est politiquement malheureusement, ce serait de dépenser beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'argent pour que ce soit un vrai investissement. Et moi je suis persuadé, quand on fait le Rebound Trip, on en est convaincu, c'est que il y a un potentiel chez ces mecs, et les nanas aussi sûrement, mais je les connais moins parce que je participe moins au Rebound Trip, mais c'est la même chose, hein, je fais pas de ségrégation du tout. Hein. Mais il y a un énorme potentiel. Et ça peut devenir une chance pour notre pays. Et il ne faut pas uniquement se placer sur le côté... Bien sûr, il y a le côté humanitaire, et ce n'est pas le chrétien que je suis qui dira le contraire, c'est le message du pape François, et c'est très important pour moi, bien entendu, cette fraternité, cet amour de l'autre, etc. Mais il faut se placer aussi sur un plan économique. On a besoin de jeunes, on a besoin de jeunes, on est dans un pays où la démographie étant... on fait de moins en moins d'enfants, etc. On a des métiers en tension, il y a des secteurs entiers qu'on a abandonnés, on pourrait même pas les relocaliser en France, puisqu'on n'aurait pas le personnel formé pour. C'est quand même absurde. Et là, on a tous ces mecs qui n'ont qu'une envie, c'est d'être formés et de bosser. Mais pour ça, il faut mettre les moyens d'un process d'intégration. Ouais. C'était ma petite leçon d'économie sur l'immigration. Très belle leçon d'économie. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ? Est-ce que tu as un livre sur le sujet à conseiller pour nos auditeurs? Oui, absolument. J'ai un livre qui m'a fait pleurer ces jours-ci, qui est absolument magnifique. C'est l'histoire c'est un migrant économique. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle des réfugiés politiques, et comme si les migrants économiques, il fallait systématiquement les renvoyer chez eux. Mais il y a des gens qui quittent leur pays parce que les conditions de vie sont tellement abominables sur un plan économique, ils ne peuvent pas faire vivre leur famille, ils crèvent de faim, etc. Et avec les dérèglements climatiques, on va en avoir de plus en plus. Ça s'appelle Le Migrant. Je ne me souviens plus de nom de l'auteur, je vous le donnerai. Tu nous diras. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que ce gars-là, il raconte tout son parcours. Il a traversé le Mali, plein de pays, etc. Il a vécu des trucs, mais de dingue, etc. Et il débarque en France, et là, il est installé tenez-vous bien, dans le Gers. Dans le Gers, à Aignan, dans le Gers, où il est parfaitement intégré, il était responsable des Restos du Cœur, voilà. Et il a fini, parce que comme c'est un type exceptionnel, etc., à avoir ses papiers. Et c'est un magnifique parcours extrêmement éclairant. Et il explique bien aussi une chose très importante. Ne croyez pas que les personnes qui fuient leur pays n'ont qu'une envie, c'est de vivre en France. Ils préfèrent, pour beaucoup, nettement vivre et retourner dans leur pays. Pas croire qu'on dit on est le plus beau pays du monde, etc. La France. Mais les pays qu'ils ont quittés sont magnifiques. Les traditions, souvent, sont extraordinaires. Je veux dire, il y a pas, ils vivent ils ont un sens de la famille. De la communauté, on la ressent. Les personnes âgées sont accompagnées, ne vivent pas dans des mouroirs. Ils sont... Non, mais puis c'est leur racine. C'est leur racine. Naturel de vouloir retourner chez soi. Ils n'ont qu'une envie. Et ce migrant dont je vous parle, il n'a qu'une envie, c'est de retourner dans son pays et d'envoyer de l'argent pour créer des activités dans ces pays-là. Il faut absolument développer ces pays-là. Et n'oublions pas que ces personnes migrantes renvoient beaucoup d'argent dans leur pays. Elles coopèrent avec leur pays. Nous avons un salarié en CDI, Zia. Une bonne partie de son salaire repart en Afghanistan et participe à la vie d'une quarantaine de personnes là-bas. Merci Patrick. Merci beaucoup pour ce partage, c'était hyper intéressant. Ouais. Mais non, c'est moi qui vous remercie. On vous souhaite beaucoup de belles choses à venir. Oui, et notamment, alors, je vous invite au Grand Rex le 22 novembre où il y a un film que nous avons fait qui a été sélectionné dans le festival Tous en selle. Et qui va, c'est ouvert au public, n'hésitez pas à prendre vos places. Voilà, et dans 30 génial, villes on a en hâte France. de voir ça. Bon courage, et puis s'il y a des bénévoles qui sont motivés, qui ont du temps, n'hésitez pas à contacter le Rebound Trip. Voilà, et puis si en plus vous avez des sous, alors là vous êtes les bienvenus. Ah bah ça, à bon entendeur. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.